Prendre le temps de repenser notre consommation, c'est ralentir, regarder, comprendre pour agir. Les 6 chapitres de ce film vous invitent à découvrir des propositions citoyennes pour une autre vision de notre consommation. L'Âge de fer est un journal indépendant. Ce mensuel cherche à sensibiliser un large public sur les thèmes de l'écologie, de la solidarité et de la citoyenneté. Savoir, agir, comprendre sont les motivations de ces colonnes où le lecteur peut y trouver des outils pour réinventer le monde. En fait, c'est ça l'idée, c'est de prendre les contacts, penser un peu à tout, sans forcément tout creuser, mais penser un peu à tout et prendre les contacts plutôt, quoi. Que ce soit pour les articles, pour les dessinateurs. Donc lundi 17, la une, quoi. Alors, c'est un mensuel papier national distribué à 25 000 exemplaires tous les mois. L'idée, c'est de témoigner des initiatives concrètes et positives dans le domaine de l'écologie, de la création de liens sociaux, de la réappropriation de l'économie. Voilà, c'est un journal qui a maintenant 6 ans et qui a été créé par une association et qu'on a repris en coopérative il y a 1 an et demi. On est un mensuel, donc on a une réunion en début de mois où on va fixer un peu sur le papier le chemin de fer, c'est-à-dire le contenu du journal du mois suivant. Le 17, ouais, et lundi 10, donc lundi prochain. Oui, les papiers. On va dire 6 pages. On essaye d'avoir. Enfin, moi je dirais pas lundi, je dirais au cours de la semaine, quoi. Pas forcément lundi, quoi. Alors, Il s'agit de faire quoi? Moi non plus, je me vois pas spécialement parler dans une table ronde. L'éco-socialisme. Et nous, ce qu'on essaye d'apporter par rapport à la presse classique, donc c'est vraiment faire connaître les initiatives, mettre les gens en réseau. On joue aussi ce rôle que les médias ne jouent pas forcément, c'est de mettre les gens en réseau, de les aider à travailler ensemble. Et c'est un outil pour agir, c'est plus que de l'information, c'est voilà, un support et qui va nourrir l'action et la réflexion militante. Comment je vais me positionner, j'ai certaines valeurs, comment je vais me positionner sur cette question-là? Donc avec des informations, vraiment informations pour lesquelles on fournit un travail de journaliste assez classique, même si c'est engagé, et puis avec des informations très concrètes qui vont aider à mettre certaines choses en pratique. Le fil rouge du journal, c'est de montrer ce qui se fait, ce qu'il est possible de faire, ce qui marche, ce que chacun peut faire, que ce soit au niveau collectif ou individuel. Et c'est vrai que les lecteurs qui aiment le journal le ressentent vraiment comme une bouffée d'optimisme et de se dire que bon, voilà, il y a plein de choses qui ne vont pas, mais on peut quand même faire quelque chose. À la fin de cette semaine, genre vers le... Donc, moi, mois dernier, je m'étais mis vers le 17. Ouais, c'était bien. Donc lundi 17, on a la une et la newsletter. Plus la newsletter. Il faudrait peut-être je sais pas, pas trop tarder avant de se répartir les petits boulots de la newsletter. Vaut mieux en partager Il y a une motivation principale qui est en fait, et ça c'est apprécié par les lecteurs, d'essayer de présenter aux lecteurs des dispositifs qui présentaient des choses qui marchent et que ce soit une initiative proposée par un individu, une association, une collectivité plus ou moins importante. Donc de partager, faire partager aux lecteurs en fait ce qui peut être mis en place en fait, même à un niveau individuel et qui peut permettre d'apporter son grain de sel pour en fait construire un monde qui est plus respectueux de l'environnement, un monde qui met l'être humain au centre des préoccupations, un monde qui n'est pas basé uniquement sur l'argent. Et qu'est-ce qui fait que le citoyen se réapproprie aussi sa vie, son quotidien, son avenir? Qu'est-ce qui fait qu'il a un mot à dire? Qu'est-ce qui fait qu'il participe? Oui, bonjour. Chaque mois, on va développer plus un sujet. Là, par exemple, les abeilles, donc, où on va essayer de montrer des choses assez simples, hein, assez simples sur comment fonctionne une ruche, tout simplement. Ensuite, on apprend le problème du nombre de colonies qui diminue largement, donc les causes de ce problème. On essaie de résumer un peu les causes de ce problème.
Et on va mettre l'accent sur les initiatives donc, pour répondre à ces problèmes-là. Donc on va parler des mesures politiques pour limiter l'emploi des pesticides, par exemple, mais on va surtout mettre l'accent sur les initiatives citoyennes, à savoir les ruchers partagés, à savoir les parrainages de ruches, par exemple. Voilà, donc on va mettre l'accent sur toutes les initiatives citoyennes qui permettent de répondre à la problématique du déclin du nombre d'abeilles. Vous l'avez rencontré comment ce monsieur? C'est lui qui a cherché des gens? Il a passé une annonce au niveau de la commune, comme quoi il voulait former un petit groupe d'apiculteurs sur la commune. D'accord, c'est lui qui a... on a répondu à une offre qu'il a fait, c'est cette offre quoi. Via le bulletin municipal? Voilà, on s'est inscrit sur une liste à la mairie ouais. Et on a formé un petit groupe. D'accord. À partir de ce petit groupe, on a commencé à faire des premières réunions. Donc fatalement, à partir du moment où on crée une association sur une commune, on se lie à l'activité locale, quoi. Ça permet de rencontrer du monde, tout simplement, quoi. Et après, c'est vrai que la différence entre quelqu'un qui veut faire des abeilles et qui va apprendre tout seul, ça va être dur, quoi. C'est un peu le nombre qui fait la force, autant au niveau des abeilles, parce que le fait qu'elles soient toutes ensemble, elles sont plus ou moins protégées, enfin c'est le nombre qui fait la force. Et après vous avez aussi le fait qu'à plusieurs, eh ben, on a tous des choses à apprendre les uns des autres, quoi. Donc c'est plus cette notion de partage, quoi. Après on pourrait faire des jardins à partager, on pourrait faire... tout est possible, mais c'est vrai qu'à plusieurs c'est toujours plus facile que tout seul, quoi. Puis c'est plus motivant aussi, quoi. Alors les ruchers partagés, c'est vraiment le sujet typique dont on va témoigner, parce que ça touche à la fois à l'écologie, puisqu'on va parler du problème de chute du nombre de colonies d'abeilles. Il y a le côté création de lien social avec le fait qu'il y ait des gens qui se regroupent au niveau local pour monter un projet, en association ou pas avec la collectivité. Et il y a l'aspect réappropriation, l'aspect pratique, concret, expérimental, de personnes qui vont tenter quelque chose, qui vont un peu se renseigner, qui vont s'apercevoir que ça n'a pas forcément été fait auparavant, et qui vont, voilà, concrètement, c'est un groupe qui va porter quelque chose et qui va petit à petit construire quelque chose, voilà. Après, ça va être le pourquoi... Ouais, quel est l'intérêt de la démarche des personnes qu'on rencontre, et à travers leur démarche, l'idée c'est de porter aussi quelque chose de plus large. Le rucher partagé, c'est un peu cette idée-là. Il y a des choses qui sont faisables, qui demandent plus ou moins de l'investissement, mais qui sont faisables à notre échelle et qui fonctionnent. Voilà. C'est pour montrer que c'est des gens comme le lecteur en fait, qui font des trucs très sympas. C'est comme le bricolage en fait, il suffit de s'y mettre, de prendre le temps et d'y aller petit à petit, quoi. Et puis ça marche. Il y a des petites larves comme des vers, comme des asticots. D'accord. Qu'est-ce que tu vois là? Ça c'est une vieille larve. Quand elle occupe toute quand elle occupe toute l'alvéole, je regarde s'il y a des œufs et des jeunes larves. Il faut qu'il y ait des larves de moins de 3 jours pour qu'elle puisse recréer une reine. Donc il faut quand même qu'on lui mette des conditions adéquates avant de... Non, parce que ça veut dire qu'elles ont mangé autre chose que la gelée royale. C'est des larves. D'accord. Des petites larves blanches. J'essaie quand même de montrer, de mettre en valeur l'être des gens que je rencontre, de mettre en valeur le faire avant tout, mais de montrer que le faire, c'est porté par des gens simples, tout simplement. Il n'y a pas de super, il n'y a pas de leader ou ce genre de choses, de gens qui sont capables et des gens qui sont incapables, quoi. Il y a tout simplement une prise de conscience que chacun peut être capable. Et l'être, oui, voilà, c'est peut-être comme ça que je le vois. Et c'est des gens qui se réalisent dans le faire, ouais, dans le faire. C'est pas des gens qui se réalisent dans l'avoir. C'est voilà. Donc mettre en valeur ce type de personnes,
C'est peut-être un moyen de s'épanouir dans une société différemment. Voilà, c'est peut-être ma manière de promouvoir une société de l'être. Voilà. De toute façon, celui-là, on le pose. Il faut avoir du pollen. Donc elle le stocke dans des cadres en prévision de janvier-février. Les jeunes larves qui commencent à naître. Parce que la reine commence à pondre en janvier, février. Et donc voilà pourquoi on s'intéresse aux abeilles, c'est un monde. Je veux dire, les connaissances sont jamais finies. Le travail de journaliste, c'est avant tout sur l'humain, quoi. Parce que c'est de l'humain, en contact avec l'humain. Et moi, je pense que... enfin, pour être journaliste, à mon avis, on ne peut pas être journaliste si on n'aime pas les gens, et si on n'aime pas la rencontre, et si on n'aime pas faire partager aux gens ce qu'on ressent. Il faut... oui, je pense que, enfin, sur le plan humain, c'est toujours extraordinaire de faire partager ce qu'on a ressenti, faire partager aux lecteurs ce qu'on a ressenti en faisant le portrait de quelqu'un ou en dénonçant une problématique, en se disant que ça va faire avancer les choses, ou au contraire en faisant ressortir une initiative qu'on trouve vraiment très intéressante et en se disant qu'elle va être partagée, elle va être connue par d'autres et ce sera bien et bon pour tout le monde et ça fera avancer les choses au moins au niveau, enfin moi je reste très modeste, quoi, c'est au niveau du partage et de l'information. Après on se dit qu'il peut y avoir des implications, mais déjà que les gens le sachent, qu'ils soient informés, et modestement c'est notre rôle, quoi. Comment ça se fait? Il y a une erreur là dans... Je vais dire, tu peux voir si tu as le temps, après sinon voilà. Si en zoomant la photo, tu peux, ça rend quelque chose ou pas. En tout cas c'est ça, peut-être l'éclater sur... Non, bah non, à ce moment-là il peut être là, un portrait. Ouais, il va être là quoi. Tirer. D'abord j'apprends plein de choses en fait chaque mois, en traitant un sujet. C'est des rencontres passionnantes et très positives parce que voilà, c'est des gens qui se battent pour faire avancer les choses. Donc c'est toujours à la fois intéressant, instructif et puis ça donne, ça donne de la pêche, de l'optimisme de voir tous ces gens qui font des choses. Et puis après, dans ce journal aussi en particulier, le fait qu'on soit en coopérative, c'est vachement motivant de décider, de tout décider ensemble, même si c'est parfois long et pas toujours facile. C'est chouette. Ça fait plaisir quand il arrive. Et c'est l'occasion de le décharger tous ensemble. Enfin, c'est un moment sympathique avec l'équipe. Après, c'est plutôt quand on le termine, en fait, le soir du bouclage, qu'on se sent, voilà, que c'est vraiment terminé, qu'on se sent un peu vide et vidé. Bon, cette abeille, j'ai peur que ça pose des problèmes qu'on la mette. Attends. Ouais. Il n'y a pas de routine, sinon on va au fiasco. Pourquoi en orange? Je sais pas. Je vois pas là. Il n'y a rien de... En fait, pendant un mois, on a travaillé pour un numéro et puis on sait que quand le jour où il arrive, c'est un peu comme quand on ouvre un cadeau. On déballe parce que c'est vrai que la première chose qu'on fait, on soulève le papier qui protège le paquet et on regarde déjà si la une, elle a l'air de bien sortir. Donc oui, c'est toujours un peu le point d'interrogation en même temps, quoi. Un petit peu la surprise et le point d'interrogation. Puis il y a vraiment ce côté-là, quoi, la concrétisation d'un boulot sur un mois. Et donc il arrive, il est là, il existe, il est concret. Et donc voilà, quoi, c'est quand même un jour important. Ouais, avant qu'il pleuve. Non, du bien.
Oh, c'est bien. C'est pareil, ça c'est les couleurs d'origine. Ça, c'est un super, peu... oui, ça je l'ai lu là. Oui. C'est super. Parce qu'aujourd'hui, on a énormément de médias, mais qui sont très marketés, c'est-à-dire qui donnent à voir ce que les gens, soi-disant, veulent voir, ou des choses sensationnalistes, etc. La presse alternative, elle est peut-être portée par d'autres valeurs et d'autres objectifs que uniquement le nombre de lecteurs et ce genre de choses. Donc du coup, ça crée une diversité qui est salutaire, on va dire. Là-dedans, je trouve que la presse alternative et l'âge de fer en particulier, on a des critères d'information qui sont différents. Et je trouve que c'est important d'apporter ça aussi dans le paysage médiatique pour montrer qu'il y a autre chose, tout simplement, et que... Donc on apporte une information supplémentaire, mais j'ai l'impression en tout cas qu'on permet aux gens de sortir d'une espèce de brouhaha constant, où au bout d'un moment, il y a tellement d'informations qu'on ne retient rien, ou alors on retient une espèce de sentiment d'insécurité, de risque, de crise, voilà, une espèce de climat qui est très particulier. L'âge de fer, on essaie de sortir de ce climat justement, de montrer que ce climat il existe. Il y a des faits, hein, il ne faut pas les nier. Il y a une crise écologique, il y a une crise économique, il y a une crise sociale, il ne faut pas le nier. Ça serait absurde, voire malhonnête. Mais on n'est pas en train de se dire, bon, qu'est-ce que le lecteur va aimer? Voilà, non, on n'est pas du tout dans ce genre de raisonnement. On essaie d'élargir le débat, en fait, voilà, en présentant l'actualité de manière un peu décalée, différente, voilà. Décalée par rapport à la norme, hein, on va dire, médiatique. Terre de Liens, créée en 2003, a pour mission d'accompagner l'installation d'agriculteurs, privilégiant le respect de l'environnement, le développement d'une agriculture paysanne et les circuits courts. Son action a pour objectif d'endiguer la spéculation foncière des terres agricoles en permettant aux particuliers, grâce à leur épargne, de faire l'acquisition de fermes. Je ne sais pas si les gens se rendent compte que ce que ça veut dire que la terre nous nourrit. La terre nous nourrit. Ça va loin, c'est vaste. C'est vaste, si on veut en parler, il y en a pour 1 heure. Mais c'est quand même la terre qui nous nourrit. C'est pas essentiel ça? C'est essentiel. Terre de Liens, c'est 3 entités. Une première, c'est l'association Terre de Liens. Un deuxième volet, alors, qui est la partie pratique de Terre de Liens, c'est la foncière Terre de Liens, qui permet pour des citoyens qui ont envie qui ont un peu d'économie, un peu plus, ou encore un peu plus d'économie, de dire, ben voilà, je ne cherche pas à faire de l'argent avec de l'argent, mais je considère que la vision de l'achat de terres pour que Terre de Liens achète des fermes et puisse les mettre en location auprès de fermiers, c'est quelque chose qui m'intéresse et je suis prêt à mettre 100, 200, 500, 1000 euros, 2000, 5000, 10 000 euros que je prête en quelque sorte sous forme d'un actionnariat non lucratif à disposition de Terre de Liens. Et puis le troisième volet qui est le fonds Terre de Liens, mais qui va vraisemblablement
devenir assez rapidement une fondation. Ce fonds permet à des personnes qui n'ont pas de succession, qui ont des terrains et qui n'ont pas envie obligatoirement que ça parte n'importe où et n'importe comment, qui peuvent les donner à Terre de Liens. Et puis pour d'autres qui disent, bon ben moi j'ai un peu d'argent, je considère que l'action Terre de Liens prise au sens large, depuis l'association jusqu'au fond, c'est quelque chose qui m'intéresse et donc je fais un don en numéraire à Terre de Liens. La société, l'évolution de la société à l'échelle planétaire me paraît un rouleau compresseur qu'on a du mal à imaginer arrêter, inverser par moment. Et puis à d'autres moments, moi j'ai rejoint Terre de Liens en 2006. Là, ça démarrait au niveau de se donner les outils pour concrétiser une action au niveau des fermes. Je crois que jamais on n'aurait imaginé que ça rencontre cet écho-là auprès de la population et qu'on puisse avancer et faire ces premiers pas aussi vite, quoi. Une centaine de fermes aujourd'hui en France, franchement, il y a quelques années, on osait à peine en rêver, quoi. Terre de Liens, on a collecté environ 28 millions d'euros en l'espace de 6-7 ans, donc c'est important. Et donc, évidemment, le citoyen, il peut faire ça par son action de l'argent et donner du sens à son épargne en investissant à Terre de Liens, en prenant des actions Terre de Liens, qui nous permettront ensuite d'acquérir des terres. Mais l'action du citoyen, elle peut être au-delà de l'argent. C'est-à-dire que on a, par exemple en région Rhône-Alpes, on a une centaine de bénévoles qui vont battre le terrain, rencontrer des élus, sensibiliser les conseils municipaux à la nécessité de préserver des terres agricoles. Voilà, donc il y a aussi toute cette dimension militante et ancrée territorialement que le citoyen peut faire et qui dépasse le simple don ou la simple épargne. Donc du coup, il a repris un rôle, il rejoue un rôle dans le fait d'installer des gens qui vont produire de l'agriculture biologique, paysanne, en tout cas avec une valeur ajoutée de fait. Bénévole à Terre de Liens, c'est une occasion de concrétiser une amélioration de la société dans laquelle j'ai envie de vivre, quoi. C'est réaliser quelque chose, quoi. C'est vivre une super journée en partageant des idées, en discutant, en goûtant aussi des produits qui nous font plaisir, quoi. C'est la vie, quoi. Si vous trouvez un lieu, il faut se mettre en rapport avec les gens de l'association locale. L'idéal est d'arriver à avoir un noyau proche et puis à partir de là, on construit la relation, le projet. L'idée de Terre de Liens, c'est que les terres restent vivantes, c'est de recréer une dynamique locale autour de l'agriculture, autour des productions. En fait, avec des mots simples, on explique ce que c'est que l'accès à la terre et la nécessité de la préserver et de venir ici rencontrer des gens et échanger et se rendre compte que voilà, on est tous animés par la même préoccupation. Ça redonne espoir. On se dit que les choses avancent et bougent. La France, c'est un pays agricole. On a tendance à l'oublier parce que voilà, il y a beaucoup de gens il y a eu l'exode rural tout au long du XXe siècle et on s'est déconnecté du vivant, on s'est déconnecté des territoires, des paysages. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être un jugement, mais j'ai l'impression que les agriculteurs conventionnels, parfois, on a perdu ce lien aux racines, ce lien à la terre, tout ça. Avec l'agriculture intensive, l'agriculture chimique, on a perdu ce côté, on regarde les choses, on analyse, on observe. Et voilà, pour moi, c'est une des difficultés majeures qui est qu'aujourd'hui, ça n'a plus trop de sens, quoi. On a perdu le sens dans l'agriculture.
on a petit à petit construit une valeur unique, hein, d'économie, de rentabilité. Et petit à petit, cet objectif-là efface tout le reste, quoi. Et derrière un kilo de carottes, on se met à voir plus qu'un prix, on oublie le goût, on oublie la relation justement humaine, la relation au travail qu'il y a eu derrière. C'est tout ce qu'on cherche à retrouver dans nos fermes à Terre de Liens, quoi. La fauchère, les propriétaires actuels étaient fermiers d'une exploitation qui appartenait à une personne qu'ils ont connue il y a pas mal d'années, dans les années 80. Et cette personne, en fin de vie, a fait don de cette exploitation à ces fermiers. Mais lorsque on reçoit de la part d'une personne qui n'est pas une personne de la famille d'un bien, les services fiscaux veulent récupérer, en gros, comme c'est pas en trace directe, parents, enfants, etc., c'est la fiscalité est de l'ordre de 60%. Et donc les fermiers n'étaient pas susceptibles de pouvoir racheter les 60% en quelque sorte, réclamés par les services fiscaux pour cette ferme. L'achat de Terre de Liens permet la sortie de la spéculation de cette ferme, quoi. De la spéculation immobilière, quoi. On subit les conséquences, quoi. Les terres à 5 000 € l'hectare, des bouts de terrain à 100 000 € l'hectare parce qu'ils ont mis un coup de tampon et que c'est constructible, et c'était des terres agricoles. On est vraiment, quoi, les agriculteurs, on est fragile par rapport à ça parce que c'est des investissements énormes. Et puis Terre de Liens rejoint un peu ce mouvement Paysans sans terre, mais avec des papiers, avec le notaire, officiellement, quoi. On ne peut pas se faire virer. Et puis ça rejoint ce mouvement où on est juste utilisateur de la terre, quoi. On prend la terre, on sait dans quel état elle est, on fait un état des lieux, et puis on la restitue dans le même état. Je suis indépendant, quoi. En houblon, en orge, et puis je sais ce qui pousse. Et puis je voulais être paysan, quoi. Moi, ça me plaît bien de semer, récolter, c'est saisonnier, c'est bien à la terre, quoi. Confort de vie, quoi. De vivre à la campagne. Je ne serais pas allé monter ma brasserie dans une zone industrielle, quoi, dans une zone artisanale, là. Ça m'aurait pas plu, quoi. Le monde a une facture, moi j'ai 12 000 factures. En fait, s'il se prend en masse, si les racines se prennent entre elles, il y a un échauffement dû à l'activité enzymatique des amylases alpha et bêta. Et du coup ça monte en température à 35 degrés, levure lactique, problème d'odeur, problème de... et puis même après, c'est problème de hussards. Ce qu'on appelle les hussards, c'est l'orge qui sort, où le germe sort, en fait. Voilà, et toute l'énergie part. Et comme les hussards, quoi, c'est comme ça. C'est imagé, mais voilà. Du coup, une fois que mon temps, il y a... Tu fais la bière et ton frère, il fait le pain ? Rémi, je dirais que c'est quelqu'un qui est assez passionné, qui a le goût de la connaissance, parce qu'il est autodidacte en quelque sorte. Lui, je pense qu'il a vraiment des qualités de bricoleur, ce qui lui permet d'avoir un matériel assez performant, je dirais, qu'il a rebâti à partir d'un certain nombre de récupérations, et d'avoir un matériel au top, hein, qui fonctionne très bien. Donc ce qui lui permet de brasser sans investissement lourd, alors que d'autres micro-brasseurs peuvent, s'ils n'ont pas ces qualités-là, même s'ils ont envie, ils sont obligés d'investir, donc c'est plus lourd, c'est plus difficile à gérer, plus fragile aussi.
Ma priorité, c'est fabriquer des machines, créer des choses que... en fait, les industriels, ils ont du matériel. Et nous, en petite quantité, en petit volume, on n'a pas accès à ce matériel. Déjà, il est hors de prix. Et deuxièmement, en petit volume, ça n'existe pas, quoi. Du coup, moi, ça me plaît bien de fabriquer des machines pour créer quelque chose. Et du coup, j'exprime mon côté créatif dans la bière, quoi. Ma priorité en tant que brasseur, c'est de pouvoir bricoler, quoi. Quand j'ai le temps de bricoler, c'est que tout va bien. Si j'ai plus le temps de bricoler, là... Et ouais, il faut faire aussi les choses bien. Les industriels se sont accaparés la transformation des produits. Du coup, les agriculteurs, ils passent par des COP, ils vendent des produits non transformés et c'est les industriels qui font la marge, quoi. À un moment donné, il faut se réapproprier ça, se débrouiller pour choper des petites machines, parce que forcément, elles n'existent qu'en gros, ils ont fait que des grosses machines pour les industriels. Il faut se débrouiller à choper des machines d'occasion et se réapproprier la transformation. On a inculqué aux gens qu'il fallait que l'alimentation ne soit pas chère. Point. Et ils l'ont ancré, ils ont intégré le prix du kilo de tomates, le prix du kilo de sucre, mais ils n'ont pas intégré le prix du litre de gasoil. Ça, ils acceptent l'augmentation du prix du gasoil, mais le reste, non. Il faut que les prix agricoles soient bas. D'ailleurs, la grande distribution en abuse et en use et en abuse, puisque sans arrêt, sa seule publicité, les prix bas, les prix bas, les prix bas. Et il faut voir qu'au bout, les prix bas, il faut que le producteur, celui qui produit la matière première, qui des fois représente plus grand-chose dans le prix de vente, lui, il faut qu'il se couche. Non, mais la politique agricole, ça suit son cours. On dira que c'est une machine qui avance, on ne sait pas où ça va, mais si on sait où ça va. Ben, c'est un peu ce que disait Giscard d'Estaing il y a donc 30 ans. On a besoin de 5% d'agriculteurs productivistes, concentrés dans la bosse, et le reste, on a besoin de jardiniers de la nature. On n'est pas utile, indispensable au produit national brut. Ah bah oui, il y a une urgence, mais il y a de l'urgence partout. Donc voilà, bah nous, on a choisi cette thématique du foncier agricole, de la terre agricole. Et voilà, moi je le fais à mon niveau, on le fait avec les bénévoles en Rhône-Alpes, on le fait à l'échelle nationale. Et voilà, encore une fois, aujourd'hui c'est 10 000 personnes, mais il faut continuer parce que oui, il y a urgence, bien sûr. C'est là qu'on est acteur dans la société. Je crois que dans l'acte de consommer, c'est pas neutre au niveau société, et c'est parce qu'on veut vivre dans une société plus solidaire qu'on va plus loin. Et là, bon, sur le terrain agricole et du produit de consommation alimentaire, c'est l'occasion de concrétiser une aspiration à un changement de société, quoi. Il ne suffit pas de pleurer sur la spéculation des terres, et là, on a un outil pour que ça se passe autrement. Voilà, on peut agir, on peut agir. Envie, depuis 1984, poursuit son autre vision de l'emploi et de l'environnement en choisissant de valoriser le travail à travers la réparation et le réemploi
d'équipements électroménagers à petit prix. Du nord au sud de l'Hexagone, plus d'une quarantaine de points de vente permettent à leurs clients de redonner du sens à leurs achats. Le concept Envie a été créé à Strasbourg par la collaboration de personnes qui se sont rencontrées, c'est-à-dire des dirigeants de Darty, des représentants d'Emmaüs et des travailleurs sociaux. Et c'est à partir de la réflexion qu'ils ont menée sur l'insertion, donc l'insertion par le travail, insérer les personnes en difficulté, et les insérer par la remise au travail. Et donc on a trouvé à l'origine, le travail c'était donc la réparation de l'électroménager, mais ça aurait pu être autre chose. Mais en même temps, c'est rajouter la mise à disposition d'appareils électroménagers de moindre coût et une action sur l'environnement que l'on faisait mais sans trop la préciser. C'est vrai que la récupération et le recyclage a une action sur l'environnement qui empêche nos appareils de traîner à droite et à gauche ou d'être détruits n'importe comment. On commence par la collecte des appareils usagés directement chez les distributeurs. Donc on ponctionne à peu près par jour entre 150 et 200 produits, sur lequel, après la phase de tri, donc on en extrait 20%. Donc dans ces 20%, nous avons donc de la pièce détachée. Donc il y a des produits qui vont servir uniquement pour la pièce détachée. Et ensuite, à peu près 10 à 12%, donc des appareils qui seront, eux, réemployés, donc réparés dans nos ateliers, nettoyés, testés et revendus avec une garantie d'1 an pièces et main-d'œuvre. Donc le restant, donc les 80%, eux, partiront directement en benne et iront dans les centres de traitement. Alors le D3E, donc, ça veut dire déchets d'équipements électriques et électroniques. Donc c'est constitué de tout ce qu'on peut avoir chez soi d'électrique. On parle d'électroménager jusqu'à son écran de télé, lecteur DVD, lecteur MP3. Une fois en panne, ces produits et jetés deviennent du D3E. Les D3E en 1984 n'étaient pas aussi structurés, notamment du point de vue législatif qu'actuellement, puisqu'il n'y avait aucune réglementation. Et donc on faisait de la récupération et de la réparation et de la remise, de la rénovation avant que la législation oblige les producteurs et les constructeurs à le faire. Donc c'est vrai qu'on est nettement plus en retard, on a été nettement plus en retard que l'Allemagne qui avait procédé depuis plus longtemps à la récupération et au traitement des déchets, notamment des déchets électroménagers. On a attendu que la Commission européenne nous mette un délai extrême pour commencer à réglementer. L'écosystème, c'est justement, à la suite de la mise en place de la législation, un organisme qui perçoit la taxe. Quand vous allez acheter un appareil électroménager, par exemple, il y a une taxe qui est l'écotaxe qui est payée par l'acheteur et c'est écosystèmes qui collectent par l'intermédiaire des grandes surfaces qui collectent cette taxe et qui par ailleurs attribuent le marché de la collecte des appareils récupérés. Et donc ça se fait au niveau national et Envie est un des partenaires, notamment parce que Envie a une action
recyclage et de remise sur le marché a une action particulière avec Emmaüs. Alors les motivations au niveau environnemental, on essaye par le biais du réemploi de faire en sorte qu'il y ait le moins de déchets et le moins de matière qui se retrouvent dans le circuit démantèlement et dépollution, dans le sens où quand on voit arriver un produit, on est un peu des infirmiers de l'électroménager, c'est-à-dire qu'on voit des produits arriver en fin de vie qui sont inrevendables, sortis de nos ateliers avec l'intervention qu'on a effectuée dessus. C'est pour nous la plus grande satisfaction, que ce soit pour les encadrants, pour l'équipe direction et d'autant plus aussi pour nos salariés en insertion, qui voient vraiment ce qu'ils réalisent. Ils ne font pas partie d'une chaîne. C'est-à-dire que c'est eux qui prennent l'appareil du début et c'est eux qui le valorisent jusqu'à la fin. Donc régulièrement, ils voient le travail qu'ils font de la prise du produit jusqu'à sa sortie. À mon démarrage, on rentrait des machines qui avaient plutôt en moyenne d'âge entre 10 et 15 ans. Aujourd'hui, je rentre des produits qui ont moins de 5 ans. C'est dû à, je pense, à l'électronique, à ce genre de produit qu'on a pu maintenant composer aujourd'hui, une machine à laver ou un réfrigérateur. C'est dû aussi à la poussée et à la consommation. De plus en plus aujourd'hui de clients cherchent des machines plus performantes, qui sortent beaucoup plus, qui consomment moins. Donc forcément on passe par de l'électronique et d'une machine tout mécanique qu'on avait il y a 20 ans, 30 ans, on se retrouve aujourd'hui donc avec de plus en plus de machines avec des cartes électroniques qui gèrent quasiment tout. Au plus on va y mettre de l'électronique sur un produit et au plus on aura nos clients auront des soucis, nous on les rencontre régulièrement lors des interventions qu'on effectue dessus. Je ne tire pas non plus sur la ficelle, je ne tire pas non plus la sirène d'alarme auprès des distributeurs parce que ce n'est pas mon rôle. Simplement, aujourd'hui, même pour nous en tant que professionnels, il est dur de parler de durée de vie. Sur un produit, c'est vrai qu'on parlait souvent des grandes marques qui avaient une durée de vie qui pouvait atteindre les 10-15 ans. Aujourd'hui, même nous, on est incapable de se prononcer là-dessus. Parce que, bon, comme je faisais le plombier avant, c'est un système c'est le système aujourd'hui de consommation qui fait que, et encore une fois je répète, on est plus effectivement sur des produits de qualité aujourd'hui, comme on pouvait l'avoir il y a 15 ans, mais en termes de prix d'achat, on n'est plus non plus sur les mêmes gammes de prix. Une machine aujourd'hui coûte 5 fois moins cher que ce qu'on pouvait y avoir il y a 15 ans. Je pense que ça a baissé parce qu'on cherche aussi à atteindre et à toucher le maximum de clients. Je parle des fabricants, donc c'est pour ça qu'ils ont créé des sous-marques. Chaque marque a sa sous-marque, donc c'est justement pour pouvoir toucher la plus large clientèle possible. Voilà. Donc c'est des produits, ces dérivés-là qu'on retrouve beaucoup sur le marché et non pas, encore une fois, les grandes marques, les produits, que ce soit milieu et haut de gamme, c'est pas ce genre de produits-là qu'on retrouve beaucoup dans le marché du réemploi. On n'est pas sûr que de posséder suffisamment de richesses en minerais, etc., ou en pétrole, ou en tout ce qu'on veut, pour maintenir une production aussi importante. Donc on a besoin de recycler les matières premières et de recycler pour maintenir des produits. Donc je crois que c'est une lutte contre le gaspillage quand même. Fondamentalement, on s'est aperçu que on avait besoin de faire des économies, tout secteur, et donc c'est
une petite partie des économies qu'on peut faire, c'est-à-dire le recycler, c'est-à-dire recycler les appareils, mais c'est aussi démanteler, séparer les différentes pièces ou les différents matériaux, qui rentrent dans la composition, pour pouvoir remettre dans le circuit ces matériaux après les avoir compactés ou traités. C'est encore pas tout à fait une habitude de rentrer dans les mœurs de recycler un appareil. Il faut avoir un réflexe et que ça rentre dans les mentalités. D'abord, de ne pas jeter son appareil n'importe où, puisqu'on est des points de collecte, de savoir où on rapporte son appareil. Et puis après, d'admettre qu'on puisse acheter un appareil qui a été révisé, réparé et remis sur le marché. Donc c'est vraiment un changement de mentalité, mais je crois que là-dessus, c'est une lente évolution et c'est pas gagné. Parce qu'il y a les freins de notre éducation qui est millénaire et qui fait qu'on ne veut pas utiliser la machine que le voisin a utilisée. C'est vrai que jusqu'à présent, pendant très longtemps, l'appareil ne marchait plus, on le changeait. Et on n'essayait pas de le réparer. Vu les difficultés économiques, et on peut dire la crise, les gens sont plus attentifs à donner une deuxième vie à leur appareil et même à acheter un appareil qui a déjà eu une vie, mais s'il a été rénové, s'il est en bon état et garanti, à acheter un appareil d'occasion. Pour moi, il n'y a que des avantages. D'une part, de donner à des personnes une possibilité de s'insérer et d'autre part, de fournir à d'autres personnes des appareils à des prix qui leur permettent d'avoir accès à ces appareils qui maintenant sont relativement indispensables comme une machine à laver le linge. Donc je pense que l'avenir il est là, hein, comme l'ont pressenti beaucoup d'entre nous. Le prix de la ferraille ne va faire qu'augmenter, le prix du pétrole pareil. Donc je pense que l'économie ne passera que par ces circuits-là qui est celle de la valorisation des matières. Enercop est un fournisseur d'électricité 100% renouvelable. Investi depuis sa création dans le courant des énergies durables et des projets citoyens de réappropriation de l'électricité, ses ambitions sont de favoriser la réflexion, l'information et l'action pour négocier au mieux la transition énergétique. L'historique du marché, c'est que depuis quelques années, donc, il y a une volonté européenne d'ouvrir le marché à la concurrence, c'est-à-dire qu'une des premières conséquences, c'est que tout à chacun est en capacité de choisir un fournisseur d'électricité alternatif, donc en dehors d'EDF, l'opérateur historique. Donc ça, c'est ouvert au grand public depuis 2007, 1er juillet 2007, mais c'est quelque chose qui est très peu connu encore, et puis dans le contexte français, qui est très mou. En tout cas, il y a très peu de gens qui changent de fournisseur. Aujourd'hui, ça reste un marché très fermé où EDF est encore extrêmement majoritaire. Dans ce contexte-là, en tout cas, il y a des opérateurs alternatifs qui essayent de faire valoir leurs différences, et notamment des opérateurs alternatifs qui portent des projets vraiment différents, une vision différente de l'énergie, comme Enercop, qui essayent de mettre en avant les énergies renouvelables, et puis une réappropriation citoyenne à travers son statut coopératif. Nous, Enercop, on a une vision qui est portée sur trois pieds. C'est 100% renouvelable, donc ça c'est important. C'est coopératif, donc avec une participation citoyenne à la gouvernance, au capital. Et c'est local, donc notamment avec la création de coopératives locales. Donc nous, on essaye de créer du lien entre les acteurs de l'énergie, entre les producteurs et les consommateurs. Donc ça, c'est la vision. Après, dans la pratique, nos producteurs ou nos sites de production, ils produisent leur électricité qui est injectée sur le réseau. Le réseau électrique, c'est un réseau qui est commun à tout le monde, donc pour tout le monde, tout est mélangé dans le réseau. Et à l'autre bout, il y a les consommateurs.
et notamment nos consommateurs. Du coup, nous, ce qu'on propose et ce qu'on garantit à nos consommateurs, c'est que l'équivalent de ce qu'ils vont consommer chez eux, ces produits est mis sur le réseau par nos producteurs ou nos projets. Donc chez eux, physiquement, ça ne va rien changer. Ils vont garder le même compteur, les mêmes tuyaux. Il ne va pas y avoir de coupure particulière ou autre. Ils seront soumis, je dirais, ils auront la même qualité de service que leurs voisins qui restent chez EDF, parce que le réseau, encore une fois, qui transporte l'électricité reste un service public. Par contre, quand ils vont payer leurs factures, et c'est vraiment là que ça se joue, l'argent qu'ils vont nous donner va servir à rémunérer des producteurs d'énergie renouvelable, et plus du nucléaire, plus du charbon, plus du gaz. Donc c'est vraiment une façon de, je dirais, faire la transition énergétique chez soi, en tant que consommateur. Nous, on essaye de faire bouger les lignes sur le marché de l'électricité et dans le paysage énergétique français. Et aujourd'hui, côté production, on a 3 moyens de développer la production d'énergie renouvelable. Alors, soit on achète en direct à des producteurs existants, c'est un moyen pour nous de s'approvisionner en énergie renouvelable. On participe aussi à des projets en mettant de l'argent, donc l'argent de la coopérative et de nos sociétaires. Et ça, c'est le cas d'Orance Énergie, qui est une petite société locale qui a regroupé des habitants et des élus pour investir dans des installations photovoltaïques. Et c'est une autre manière pour nous de participer au développement des énergies renouvelables, de participer à des petites sociétés locales citoyennes. Et puis parfois on porte aussi des projets en propre, mais on est un petit peu entre guillemets chef d'orchestre et on essaye de porter un peu le projet en termes financiers notamment, parce qu'il y a des coûts d'études, etc. Donc c'est un petit peu les 3 façons pour Enercoop de développer la production d'énergie renouvelable, soutenir des producteurs existants dans leur achat d'électricité, participer en investissement à des projets existants ou en portant nous-mêmes des projets pour les développer. De toute façon, tout le versant sud, ouais. Bon, il y a des gens que je n'ai pas contactés, mais la maison du bas, celle qui est la plus basse, là, qu'on devine à peine. Ouais, eux, ils sont plein sud là. Eux, ils sont plein sud, mais ils habitent pas ici. Tout d'abord, on consomme Enercoop, c'est-à-dire tout simplement on change d'opérateur d'électricité, donc c'est tout simplement en réglant une facture et en ayant cette conviction que lorsqu'on allume la lampe du salon, on a une électricité un peu différente qui nous éclaire. Après, on se dit comment aller plus loin, donc on commence à prendre des parts sociales en disant que cet argent peut servir à des moyens de production, et puis après on se dit, tiens, localement, pourquoi pas devenir directement acteur de la transition énergétique et commencer à réfléchir à des actions collectives pour être producteur d'électricité. C'est le projet qu'on a eu autour d'Orance Énergie. Donc là, nous sommes dans une phase concrète de production d'électricité. La toiture du bâtiment sur lequel se trouve une centrale solaire produit actuellement, avec le soleil qu'il y a aujourd'hui, de l'électricité renouvelable. Nous avons posé une deuxième centrale sur le bâtiment d'une famille, juste en dessous de ce restaurant, qui va être raccordé à la fin du mois. Donc nous sommes sur des projets concrets. À titre d'exemple, pour Orance Énergie, Enercoop Rhône-Alpes a mis 15 000 € dans la centrale solaire qui est au-dessus de ce bâtiment. Donc l'argent des sociétaires sert à promouvoir des moyens de production. Voilà. L'intérêt aussi de ne pas prendre de risque sur des machines chères, c'est que, pas trop chères, c'est qu'on risque d'avoir des surcoûts pour les améliorer. Voilà. Mais du coup, moi, ça m'a remotivé, et puis je pense que... Oui, mais moi, c'est ce que je te disais, une petite machine de 250 kg, c'est bien ça, 225. Concernant le projet d'énergie des Boutières, sur le moyen éolien participatif, évidemment, nous en sommes au tout début, donc la société n'est pas créée, nous ne produisons toujours pas d'électricité. Mais ce soir va être une réunion importante, parce que c'est celle où va être présenté le projet en ayant recours à de l'éolien remanufacturé, donc de l'éolien d'occasion, ce qui serait une première en France, puisqu'on a l'habitude en France de poser des éoliennes neuves. Donc c'est un projet de 3 à 4 ans. Donc c'est vrai qu'il s'agit en permanence de conserver l'attention, la motivation du groupe, essayer d'élargir le plus possible et converger dans les différentes phases d'élaboration du projet, mesure des ventes tout d'abord, création des statuts de la société, création du montage économique et animation, toute la communication autour du projet. C'est vrai que c'est un travail de longue haleine. Pour un projet éolien qui soit petit, moyen ou grand, la donnée fondamentale, c'est la ressource en vent. Et donc une des premières choses qu'on a fait dans le cadre du projet d'énergie des Boutières et du projet de moyen éolien citoyen, ça a été de mettre en place un mât de mesure donc sur le champ de M. Grève,
un mât de mesure qui fait une cinquantaine de mètres et qui mesure à 30, 40 et 100 mètres la force des vents et l'orientation des vents. C'est ce qui nous a permis, au bout d'un an, d'avoir une vision assez précise du gisement éolien. Le bureau d'études, on va aussi un peu regarder dans le détail. Parce que comme c'est des machines qui ont une dizaine d'années, il y a beaucoup de maintenance qu'on pourrait peut-être faire localement. Avec vous, Alors on a été un petit peu déçus par rapport à la ressource en vent. Du coup, ça nous oblige à revoir un petit peu les types de machines qu'on voulait mettre en place. Mais aujourd'hui, on a des nouvelles solutions de machines, donc on va travailler là-dessus pour faire aboutir ce projet. Si on aboutit, ce projet sera porté par une société locale, donc qui regroupera des citoyens, des collectivités et des acteurs locaux qui financeront tout ou partie du projet et qui l'animeront, en termes d'exploitation, et qui du coup bénéficiera aussi des retombées économiques. C'est la logique aussi. La France, on est un peu en retard, on aime bien donner beaucoup de leçons, mais avec notre système très centralisé, on a du mal à faire émerger ces projets-là, et donc c'est important de s'y mettre. Parce qu'il y a plusieurs marchés, il y a des machines qui arrivent beaucoup d'Europe et des États-Unis. Il y a des graphiques, en gros il a fait une étude de marché sur les machines d'occasion. Quel type de machine, quelle puissance, quelle provenance. Et on voit, là, non, ça c'est page 9 par exemple. 29. Bon, elles sont en occasion chez Vestas et elles sont en neuf. Ça demande pas mal d'énergie, ouais. Mais aussi parce qu'on est un peu les pionniers aussi. Ça se fait pas beaucoup. Quand les choses seront rentrées dans les mœurs, que les changements de comportement se feront, je pense que ça sera beaucoup plus simple. Là, c'est sûr que dès qu'on est dans un projet pilote, on tâtonne. Après, il y aura des modélisations qui vont se faire. Pour les autres qui viendront après, ça sera beaucoup plus simple. Ouais, surtout sous le Douglas, ça prend vite. Mais sinon, après, d'ici là, ce qui se passera, ils remanufacturent eux-mêmes les machines, parfois ils les... C'est une volonté de se réapproprier le débat énergétique de manière générale et essayer de participer à la transition énergétique à notre petit niveau, niveau de consommateur tout d'abord, et puis également comme citoyen, être acteur de la transition énergétique en production. Et on considérait que l'offre globale d'Enercoop, à travers son projet politique, son projet citoyen, nous permettait justement de participer à ce grand mouvement. Et de formation d'artisans. Donc ça, je pense que ça va être important, même y compris pour les projets, enfin, ça va drainer, ça va tirer aussi les projets citoyens, puisqu'on a prévu dedans de faire tous les montages de projets avec les citoyens. Donc, c'est un comportement en fait. Et ce qui me motive, c'est d'accompagner les autres à ce changement de comportement, parce que ça passe essentiellement par un changement de comportement. Mais il ne faut pas croire que les gens ne sont pas intéressés. Moi, j'étais très étonnée de voir, en rencontrant plein d'entreprises, plein de citoyens, que les gens, c'est une question qui les préoccupe aujourd'hui, l'énergie. Mais par contre, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils pouvaient avoir un levier, qu'ils peuvent avoir un pouvoir d'agir là-dessus. Aujourd'hui, ils ont encore toujours dans l'optique que l'électricité ou l'énergie, c'est un monopole d'État. Ils n'ont pas compris que ce monopole d'État n'existe plus et que ça avance petit à petit et que les choses vont changer dans les années à venir. Bref. Oui. Cela dit, on s'était posé la question ici de l'appeler Orange Talaron Énergie. Donc c'était la même question. Bon, ça ne pose pas de problème, on a transformé ça. Alors c'est pas toujours facile parce qu'il y a 60 ans de vous occupez pas de l'électricité, on s'occupe de tout, vous avez qu'à appuyer sur le bouton. Aujourd'hui on peut plus, je dirais, considérer l'énergie comme un bien infini, pas cher. Ça ne fonctionne pas comme ça, c'est une erreur, je dirais, historique. L'énergie, c'est rare et c'est cher. Donc il faut qu'il y ait une prise de conscience, il faut bien comprendre ça. Et après, chez soi, on peut agir dans sa consommation, dans ses choix de tous les jours en termes de consommateurs, dans ses choix de ses fournisseurs. Donc c'est tout ça, la réappropriation. Il faut se renseigner, puis il faut le faire collectivement, c'est beaucoup plus, je dirais, sympa. La transition, c'est quelque chose aussi heureux, on n'est pas je dirais, dans quelque chose de triste. C'est Christophe Polge, la personne qui est là. En termes d'ambition, je dirais, quelque part, on n'a pas de limite. Mais si on veut donner des chiffres et être un peu réaliste, aujourd'hui, on est 15 000 en France, 15 000 consommateurs. Et on ambitionne d'être 10 fois plus d'ici 2020. Si on était 150 000, déjà, on serait beaucoup plus écoutés. Donc il y a aussi un enjeu, quelque part, démocratique, à être un acteur qui pèse, un acteur économique, un acteur en termes de consommateurs beaucoup plus important. Et moi, ma motivation aujourd'hui à porter tout ça et à rencontrer des acteurs, c'est qu'il faut que les choses se passent, donc il faut aller sur le terrain. Il faut motiver ou donner des outils à des acteurs qui ont cette volonté-là pour faire sortir des projets et commencer à amorcer justement une dynamique sur les territoires pour aller vers la transition, quoi. Et c'est assez enrichissant,
C'est parfois frustrant parce que c'est long et parfois difficile. Il y a plein de petits obstacles, mais ça va finir par aboutir et c'est assez enrichissant. Ça veut dire pour le bâtiment d'avoir une réflexion sur la façon dont on fait tourner ça. Voilà, on a... En France, on essuie les plâtres parce que c'est quelque chose encore de très nouveau. Dans beaucoup d'espaces de décision, c'est encore vécu comme quelque chose d'extrêmement marginal, de quelque chose qui n'a pas fait ses preuves. Donc en fait, non seulement on essuie les plâtres parce que le mode coopératif, c'est quelque chose qui doit se renouveler en permanence, mais en plus, on doit en permanence être encore plus crédible que les autres pour faire nos preuves. Donc c'est vrai que ça demande des efforts, mais le jeu en vaut la chandelle puisque quand les projets collectifs émergent, il y a une force de frappe en termes de communication, d'impact sur les citoyens, d'impact économique sur le territoire, qui est sans commune mesure avec ce qui serait fait d'un projet qui tombe du ciel, qui s'installe et qui repart dès que économiquement les choses sont posées. Nous, on s'inscrit dans le paysage, on s'inscrit avec les habitants, donc ce qui est produit à la sortie, c'est aussi autre chose. Donc ça vaut le coup de prendre ce temps-là. Bien sûr, on a des contraintes économiques en tant qu'entreprise à respecter, donc il faut qu'on tienne les deux bouts entre ces contraintes économiques et le temps nécessaire de la démocratie, du collectif, de ces montages de projets dans lesquels effectivement tout est à construire, tout est à créer, les outils n'existent pas, donc on les fait au fur et à mesure. Mais il y a aussi un esprit collaboratif et coopératif dans l'ensemble de ces projets, c'est qu'on s'échange beaucoup de choses. Donc c'est vrai qu'on essuie les plâtres, mais en même temps, comme on est beaucoup à essuyer les plâtres, on n'essuie pas tous les mêmes plâtres. Donc finalement, ça avance quand même assez vite. On est producteur pour Enercoop. On est aussi consommateur, puisque effectivement ce bâtiment produit de l'énergie photovoltaïque qu'elle vend à Enercoop et consomme de l'électricité qu'elle achète à Enercoop. Là aussi, c'est une question de cohérence. On n'allait pas vendre notre énergie à un grand producteur français alors qu'on souhaite promouvoir une alternative. Donc c'était pour nous juste une question de cohérence. C'est simplement la continuité du fait que nous sommes fondateurs d'Enercoop. Par contre, effectivement, je constate que régulièrement, on a ce barrage de la norme. C'est la norme, c'est comme ça, on doit s'y plier. Et on doit résister contre ça. On doit résister à cette chape de plomb qu'est la norme. Il faut qu'on les fasse bouger, ces normes. Il y a plein d'énergie qui se développe dans les territoires. On a essayé, enfin on essaie de mettre en résonance toutes ces initiatives au travers d'un collectif de la transition qu'on a fondé il y a quelques temps, avec 11 autres structures qui sont aussi des structures qui proposent des alternatives sur des champs complètement différents d'une autre. Il existe Enercoop, il existe la Nef, il existe Terre de Liens, il existe Ville en Transition, il existe Colibri, il existe Cocagne, etc. Un tas d'initiatives qui font bouger le monde et qui font craquer ses coutures aujourd'hui pour l'ouvrir vers un monde nouveau. Et ça, effectivement, ça se construit sur le terrain, par les individus. Ce qu'on essaie de faire, c'est de relier entre eux les individus qui sont d'un côté dans les AMAP, de l'autre côté chez Enercoop, pour faire en sorte qu'ils se croisent, qu'ils se relient, et puis que tout ça, j'allais dire, se développe en montrant tout autour d'eux qu'il y a beaucoup d'initiatives qui existent. Regardez ce que je fais, vous pouvez le faire. Il faut juste avoir le courage et la capacité, j'allais dire, à s'engager dans ces alternatives-là. Ça, c'est voter. On vote pour une forme de société, c'est très clair. On vote avec son argent, donc c'est beaucoup plus puissant que le vote dans l'urne. On vote avec des actes. Donc c'est ça que je trouve extrêmement intéressant dans tous ces mouvements. On montre que c'est possible, on montre que c'est ce qu'on veut, et on vote comme ça. Donc il faut que le politique puisse entendre ça. Voilà, c'est le pouvoir des citoyens. Reliez-vous entre vous, relions-nous entre nous, citoyens, sur ces alternatives pour faire effectivement peser la balance auprès des décideurs
Et au bout d'un moment, on pèsera beaucoup plus lourd que quelques financiers qui aujourd'hui ont un pouvoir qu'on leur a délégué avec l'épargne qu'on leur laisse. Biopartage est un moyen simple de s'approvisionner en produits sains, localement et à des prix raisonnables. Ce groupement d'achat favorise une autre vision de la consommation pour acquérir une plus grande liberté d'action face aux réseaux traditionnels. Dans réception, c'est imprimer le partage général. Imprimer le partage général. Imprimer le partage par personne. C'est silence. Une coopérative d'achat, c'est ce que nous sommes. L'idée, elle est assez simple. C'est, disons que grâce à cet outil que nous avons mis sur Internet, chaque personne peut faire ses courses locales et tout ce qui n'est pas fabriqué, je dirais, ici localement, à ce moment-là, on va s'approvisionner auprès d'un grossiste et qui nous fournit donc ce qui nous manque ici pour l'instant au niveau local. On est en fait, sans faire exprès, on a fait un petit peu la même chose que ce que faisaient les Biocoop avant. Non, mais en plus petit. Mais ce qu'ils étaient aussi petits avant. C'est-à-dire que c'était des consommateurs, comme nous, qui se sont regroupés, qui ont dit, bon, on va essayer de commander à tel agriculteur, pour qu'il nous emmène tout ça dans un endroit. Et puis nous, on est plusieurs copains et copines, et on va se partager les sacs de 25 kilos qu'ils ramenaient. Donc chacun se servait à la louche pour le vrac. Et ça a devenu un petit peu plus gros, Il y a des magasins qui se sont ouverts. Et en fait, aujourd'hui, ce n'est plus les consommateurs qui tiennent la tête des Biocoop, ce sont les patrons de magasins. Donc la mentalité a un petit peu changé, a évolué. On fonctionne un peu comme une Biocoop, mais avec quelque chose de plus léger. Donc plus léger, moins coûteux, donc plus accessible. Oui, de toute façon, tout ce qui est groupement de consommateurs, ça a toujours été. On a commencé à aller chercher des gros sacs, à se les diviser depuis les années 60. Il y a toujours eu, avant que les filières bio soient bien organisées, c'était les copains ensemble qui montaient, chercher de la farine à tel endroit, d'autres. Donc nous, on sert d'interface pour toutes les associations, tous les particuliers de la France entière qui souhaitent participer à un groupement d'achat, ou en constituer un, ou participer à un groupement d'achat. Super. Oh, montre-le dans la cuisine, merci. Les gens, ils ont besoin de rencontrer les autres aussi. Ils ne le savent peut-être pas profondément, mais quand ils rencontrent d'autres personnes et qu'ils arrivent à échanger, qu'il y a un centre d'intérêt en commun, eh bien les gens, ils sont assez contents de ces rencontres, de ces échanges, même à travers un immeuble où ils peuvent se mettre à se dire tous ensemble, on va se réunir, on va acheter en commun, pourquoi pas, on ne se connaissait pas, mais ça va nous permettre de nous rencontrer, d'échanger, de savoir qui on est, qui tu es, et ça crée du lien. Et je pense que dans l'avenir, le fait de partager avec les autres, ça va devenir, je l'espère, quelque chose comme on faisait auparavant. Je crois qu'on partageait facilement nos connaissances. Et je pense que c'est un bon moyen pour que ça tisse un lien social en tout cas. Je voulais voir si on avait tout fait. Donc terre humanisme, le marché, Gauthier Cécile.
Joss, Ah, elle avait du papier toilette, Joss, elle, je crois. J'ai pas mis. Bon, super. Pas les graines de César, non. Donc, non, je suis pas capable de voir avec Patricia si... Je crois que quand on se rend compte que notre alimentation, enfin l'alimentation traditionnelle est bourrée de pesticides, de produits chimiques, d'additifs, de conservateurs. Donc on commence à se poser des questions, et puis on se rend compte qu'il y a d'autres produits qui existent, qu'on trouve, qu'on peut trouver en tout cas. Donc les solutions existent bien entendu, après c'est plus une démarche personnelle et des habitudes qu'il faut changer, prendre conscience que ces choses-là, il faut essayer on peut changer ces modes de consommation, ces habitudes. Ça se fait progressivement et c'est une question de motivation personnelle aussi. Vraiment, il faut en comprendre l'utilité, le bienfait et je crois que là ça se fait plus naturellement, plus facilement. Oui. Ah, ça c'est les spaghettis. Ouais. Et 21,207. 2913 une pièce. Donc 6 pestos. 24,104. Un colis de soja. 21,207. Just tel que c'est pour la ferme. Les consommateurs ont un pouvoir très grand parce qu'ils sont aptes aujourd'hui à faire des choix et à décider de dire bon, est-ce que je vais manger avec des produits qui viennent de Hongrie ou de Tchécoslovaquie ou de Chine, ou est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de soutenir l'économie locale et d'aller me nourrir auprès des agriculteurs locaux, des transformateurs locaux. Et ça, je pense que de plus en plus, ils ont ce pouvoir. Maintenant, cet argent, au moins, il va dans des directions, on va dire, positives, constructives et durables. Et donc, si tout doucement, les gens voient qu'ils ont ce pouvoir, et je pense qu'ils s'en aperçoivent, parce qu'on commence à se réunir de plus en plus, les citoyens se disent comment ça se fait-il qu'on mette du cheval dans de la viande de bœuf ou des choses comme ça. Plus ce mondialisme est en train de nous esquinter, et plus les gens ils prennent conscience, ils se disent on les pousse en fait à venir vers le local. On a besoin de rien faire, parce qu'ils font tout pour que les gens retournent à la source, quoi, de là où ils habitent, et là on va manger des produits de là où on habite. Super. Et à mercredi, ça marche. On a toujours mangé les produits de là où on était. On n'a pas jamais été chercher avant à manger les carottes d'Espagne ou les oignons de Hollande. Moi, je vois qu'il y a une incohérence dans ça. C'est quand je vois que, et c'est pas mon histoire, hein, tout le monde l'a répété cette histoire, il y a un camion de Hollande avec des tomates qui part en Espagne. Il y a un camion d'Espagne avec des tomates qui part en Hollande. Manque de bol, ils se sont percutés tous les deux en France. Des tomates qui viennent de Hollande qui vont être vendues en Espagne et des tomates d'Espagne qui vont être vendues en Hollande. Et les deux camions, ils se percutent. Bon, à vous de voir ce que ça veut dire, et est-ce qu'on continue à aller dans ce genre de logique administrative, parce que la machine va le faire. Et donc si chacun des agriculteurs est OK pour dire voilà, pour que ça coûte moins cher, chacun à notre tour, on va être le chauffeur et on va faire la livraison une fois tous les 2 mois, parce que si on réunit une trentaine d'agriculteurs qui font un tour de rôle, c'est un plaisir déjà, parce que je crois que on fait un métier qui est très 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 agréable, de pouvoir alimenter les gens, de pouvoir bien les alimenter, que de s'occuper, de nourrir des gens avec des produits sains, c'est s'occuper aussi de la terre. Avant, on était manipulé dans sa consommation. Maintenant, on peut choisir tel agriculteur, j'ai envie de, parce que je le connais, j'étais le voir chez lui, je sais comment il travaille, ça me plaît. De temps en temps, je préfère alimenter ce circuit-là plutôt que d'alimenter la grande distribution qui, en fait, ne tient peut-être pas vraiment compte de l'humain et n'est que dans une machine de profit.
Et c'est vrai que le commerçant en général, il est un petit peu suspecté de voleur. C'est un peu l'image, un commerçant c'est un voleur un petit peu. Et moi je suis en train d'essayer de montrer qu'on peut être commerçant et puis être équitable. Et que d'un bout de la chaîne jusqu'à l'autre, et que voilà, on peut faire autrement que ce que tous les autres font peut-être, mais nous on essaie de le faire de cette façon, dans une coopération.